C'est quoi le rôle du président Ouattara alors? Il n'est pas membre du Il n'est pas président du RHDP. Donnez-moi une instance où il apparaît. Il n'est pas président du RHDP. C'est le directoire qui gère le parti. Bon. C'est Kafana, le président du directoire. Et Bakongo est le secrétaire exécutif. Donc, donnez-moi à quel moment Ouattara intervient dans l'organigramme du RHDP. Bon, peut-être que vous entendez m'apprendre quelque chose de Mais je vous dis clairement que Kafana... Non. Que le président Alassane Ouattara était le président du RHDP. Non, c'est cette présomption que vous avez, qu'il est le président du RHDP. Merci. Mais le président du RHDP, il y a dans l'organigramme du RHDP... Ceux qui nous suivent vont enregistrer ça et une possibilité de faire le RHDP est dirigé par un directoire. Quand vous prenez l'organigramme du RHDP, c'est le président du directoire. Et après le président du directoire, il y a le secrétaire, il y a des vice-présidents. Il y a des vice-présidents, dont Mambri est un vice-président. Parce que je me souviens... Il y a le secrétaire exécutif. Je me souviens... Et qui a des adjoints. Ah, je suis sur le site du RHDP, Alassane Ouattara, président du RHDP. Bonsoir à tous. Après 15 ans de pouvoir, quel bilan peut-on tirer des actions du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Les promesses ont-elles toutes été tenues? Sera-t-il candidat à sa propre succession? Pour en parler, je reçois le docteur Moustapha Ben Ismaïla Diaby, docteur en affaires publiques, conseiller technique chargé des affaires juridiques à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et coordinateur de 3 ouvrages collectifs, dont le dernier est Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien, publié aux éditions Neï-Seda. C'est bien ça? Oui. Voilà, et au président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, président. Bonsoir, Carlyle. Jean-Yves Doué, notre chroniqueur. D'où vient l'intérêt de la rédaction de cet ouvrage-là? Donc, comme je l'ai dit à maintes reprises, il s'agit déjà de rendre hommage au président de la République pour ce que nous estimons assez important comme réalisation, mais aussi essayer de communiquer sur ses actions. Donc je pense que ce sont les 2 intérêts qu'on peut retrouver dans cette démarche-là. Voilà. Peut-on parler vraiment de renouveau? Parce que c'est le titre, Alassane Ouattara, le renouveau ivoirien. Oui, parce qu'on est quand même loin de 2010 quand même. Hein. On est quand même loin de 2010 et je dirais même qu'on est encore loin de 2000 tout court, qui ont été jalonnés, marqués par des violences, des tensions en Côte d'Ivoire. Je veux dire qu'il y a une certaine accalmie qui est là, même si elle est relative, comme tout système, hein, qui a ses moments de pic et ses moments de tempérance. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire aisément quand même qu'il y a une certaine dynamique qui est amorcée et que cette dynamique-là va vers la construction de nouveaux paradigmes en Côte d'Ivoire. Et ça, on peut dire quand même qu'il est regardez un peu même l'environnement politique aujourd'hui est plus ou moins pacifié. Donc il est quand même l'acteur de ce renouveau-là. Jean-Paul Leroux. Justement, est-ce qu'on ne peut pas dire, pour rebondir à sa dernière réponse, pas dire que l'environnement est pacifié en Côte d'Ivoire, l'environnement politique est pacifié parce que le pouvoir RHDP a l'avantage d'avoir une opposition, je dirais, responsable et civilisée? Je ne pense pas que l'opposition soit responsable. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est dépossédée de sa base militante. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'adhésions, des adhésions massives à la philosophie du président de la République. Vous voyez des zones aujourd'hui qui sont anciennement des zones FPI, des zones PDCI aujourd'hui, qui sont pacifiées. Donc je dis que c'est une adhésion à la politique du président, à la vision du président de la République. Donc je ne pense pas que... Des zones FPI, des zones PDCI qui sont pacifiées. Oui, pacifiées, parce qu'en réalité... C'était des zones qui étaient en convulsion. Non, prenons un exemple simple. Quand vous prenez à Boisseau la semaine dernière, c'est une zone qui était PDCI. Mais cette zone n'a pas même pu mobiliser pour une marche du PDCI plus de 50 militants. Donc je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en Côte d'Ivoire. Parce qu'elles deviennent des zones RHDP, ce sont des zones pacifiées. Pacifiées parce que, pas dans le sens de belligérance, pacifiées dans le sens où l'opposition n'a plus le contrôle de la zone. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de clientélisme politique? Clientélisme politique, oui, parce qu'on a bien observé sur
sur beaucoup de gens pendant les campagnes municipales et notamment même, je crois, législatives aussi. On avait des élus du parti, du RHDP qui, en fait, pendant la campagne, disaient aux populations, si vous voulez un développement, alors votez le RHDP parce que tel ministre, tel élu ou tel a le contact direct avec le président, il pourra pousser le dossier, il pourra en fait solliciter l'aide en fait de l'État pour qu'on puisse avoir le développement. Donc, est-ce que c'est pas cela donc qui a poussé ces populations-là à plus se tourner vers le RHDP? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans ces zones, il y a une sorte de pyramide, hein, il y a une organisation pyramidale qui fait que dans ces zones, il y a des cadres. Quand vous prenez à Boisseau, il y a le docteur Akaole qui est là déjà, donc qui mobilise aussi dans cette zone-là. Et donc les gens aussi sont sensibles à sa personnalité, à sa personne. On est d'accord sur ça. Et c'est valable dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des gens d'abord qui sont des piliers importants de ces régions, qui font, en qui la population a suffisamment confiance. Et ces personnes également peuvent mobiliser pour le compte du RHDP. Et ça, vous allez voir ça à Divo, vous allez voir ça à Boisseau, vous allez voir ça à Niblé-Kourou, un peu partout. Et donc, même si cette analyse est pertinente, ça veut dire qu'aujourd'hui, les populations ont compris que le développement est essentiel. Oui, le développement est essentiel, mais en fait, on ne peut pas conditionner ce développement-là, vu que c'est un développement qui doit se faire normalement. Genre, logiquement, l'État doit développer, en fait, horizontalement toute la Côte d'Ivoire. On ne doit pas conditionner ce développement-là par l'adhésion des populations à une idéologie politique. Mais en fait, c'est un peu ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas des zones qui appartiennent aux choses qu'on appelle à l'opposition? Il y a des zones qui sont... c'est à vous de nous dire. Bien sûr, il y a des zones qui ont des élus. Vous avez le FPI qui a deux députés à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas pour autant dire que ces zones-là ne subissent pas... En termes de développement, oui. Qu'est-ce que ces zones-là... Et surtout pour aller un peu plus loin, moi je pense que je me suis intéressé un peu aux 5 piliers du président Ouattara dans son dernier programme de campagne, lorsqu'il promettait... une égalité de développement au niveau de toutes les régions. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que il n'y a pas de politique à 2 vitesses qui existe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce que je pense que ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a tendance à dire souvent, nous, on est proche du président, donc si vous nous votez, vous aurez le développement chez vous. Et il y a certains élus aussi qui avaient mis en avant le fait qu'ils n'avaient pas les moyens, étant donné qu'ils n'étaient pas proches de la majorité présidentielle, de pouvoir mettre en avant leur projet. Si vous dites c'est bien de clarifier. Non, c'est ce qu'on entend souvent. Si vous dites ça, il y a un problème parce que, à la réalité, ce qui se passe, c'est que les élections sont des indicateurs. Donc, ça veut dire que les gens ont la possibilité de sanctionner le président de la République au moment des élections si ces personnes estiment qu'il n'est pas forcément celui qu'on aime ou qu'on a choisi, mais nous sommes venus juste pour bénéficier d'un système. Donc, pendant les élections, on le sanctionne. On l'aurait sanctionné en 2015. On l'aurait sanctionné en 2020. Les sanctionnaires, est-ce qu'ils ont là, en fait, comme est-ce qu'ils ont peur peut-être Est-ce que vous pensez que en fait, ce peuple a cette maturité politique là aujourd'hui pour pouvoir en fait... Mais vous parlez des Ivoiriens, ils sont suffisamment matures. Oui, je parle de la maturité politique. En fait, c'est différent. Oui, ils sont matures, mais en termes de maturité politique, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, ce que vous dites, là, on a eu tout récemment sur, je crois, l'un de vos confrères, je crois que c'était Live TV, où en fait, on avait un élu, c'est-à-dire le député maire de Bingerville, qui a lui-même affirmé que je suis allé au RHDP parce qu'il dit aujourd'hui, on a le développement à Bingerville, on a des voies et tout, on a même une pâtisserie, il a cité quelques-uns. Et en fait, il a dit, on a ce développement aujourd'hui parce que j'ai adhéré au RHDP. Mais vous voulez que ces personnes adhèrent au RHDP pour quel autre critère, si le développement n'est pas le plus important? Non, ce n'est pas comme ça, c'est posé. Ouais, la question de la politique à 2 vitesses. Le développement est arrivé parce qu'il a adhéré au RHDP. Et certainement aujourd'hui, comme on a quasiment un parti État en Côte d'Ivoire, puisque le président du RHDP est à la fois le président de la République, et les affaires du RHDP se confondent aux affaires de l'État. Du coup, le maire de Bingerville a estimé qu'il était bon pour lui d'adhérer au RHDP. Certainement, il aura plus de facilité pour les décaissements, pour les financements de l'action publique. Maintenant, si tel est le cas, et le carrefour à Kwaba profiterait à qui?
À quelle population? Mais le Carrefour Akwaba, oui. on doit noter aussi que le projet, le Carrefour Akwaba, c'est à travers le MCC qui est un projet. Voilà, ça n'a rien à voir avec les actions même du... Non. Voilà, la Côte d'Ivoire... Les partenaires viennent quelque part parce qu'ils vous font confiance. Justement, et après pour clarifier, moi je pense que les partenaires viennent quelque part parce qu'ils vous font confiance. Si moi je viens sur votre chaîne, c'est parce que j'ai de la sympathie pour votre chaîne. On est d'accord? Je vous remercie. Et qu'on peut avoir un débat intellectuel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Donc, je veux dire que les partenaires viennent quand ils vous respectent, ils vous font confiance. On est d'accord sur ça. Et donc, ce que je veux dire, pour répondre à Jean-Paul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion entre les biens du RHDP et les biens du président. Mais docteur, est-ce que vous réfutez cette accusation du président qui dit que vous êtes un parti-État? Non, le parti et le président de la République est très élégant. C'est pas un parti-État, le RHDP? Non, je ne pense pas. Le président est très élégant. Il est élégant dans sa façon d'être, il est élégant dans sa façon d'agir, il est élégant dans ses choix politiques. Et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et la question du développement, il ne conditionne pas ça à une question... en tout cas, c'était l'un de ses piliers de son mandat. Je pense qu'aujourd'hui, on peut reconnaître que sur toute l'étendue du territoire, il y a des réalisations, il y a des travaux. Moi, je peux vous donner des exemples assez pertinents. Dites-nous. Vous voyez, j'avais l'habitude d'accompagner de mes jeunes frères, qui est aujourd'hui gendarme, à Bétier. Il était étudiant à Bétier, mais je sais le calvaire qu'on pouvait vivre en allant à Bétier, parce qu'il fallait d'abord se précipiter après à Zopé pour ne pas être en retard, parce que si vous avez raté la BAC, vous êtes condamné à faire plus de 6 heures à attendre. Mais aujourd'hui, Bétier a son pont. Est-ce que les gens de Bétier sont RHDP? Je ne pense pas, mais parce que le président a senti nécessaire de réaliser ce pont-là, comme toutes les autres infrastructures qu'il a pu réaliser. Donc je veux dire que, quelque part, il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et cette vision, il ne la marchande pas. D'ailleurs, son silence est assez éloquent. D'ailleurs, il travaille, il n'est pas là en train de dire « votez-moi, je vous donne ceci ». Non, il ne l'a jamais dit. Et je pense que c'est la personne quand même assez indiquée pour comprendre sa philosophie politique. Justement, revenez sur la question de l'équation personnelle du président de la République, Alassane Ouattara. Parce que tel que vous présentez dans votre livre que vous avez écrit avec... une vingtaine de vos... C'est un collectif, je précise, voilà, que vous avez besoin d'auteurs. Le président Ouattara est l'artisan du renouveau ivoirien. C'est à croire qu'une nation ivoirienne est créée. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand on voit les crispations qui sont en train de se faire, quand on a vécu 2020, où on a atteint un certain niveau de, je pourrais dire, de cruauté à Abidjan, et du moins en Côte d'Ivoire, à Daoukourou. On a coupé la tête à un Ivoirien, on a joué au football avec sa tête. Quand on a vu ce qui s'est passé en 2010, est-ce que l'essentiel c'est de construire des ponts et ne pas tenter de construire aussi des ponts entre des communautés, entre des populations? Vous savez, la dynamique n'est pas aussi simple pour un pays qui a fait plus de 30 ans de crise, parce qu'on ramène tout à 2010, mais la Côte d'Ivoire n'a pas connu que 2010. La Côte d'Ivoire a connu 90, la Côte d'Ivoire a connu 2000, la Côte d'Ivoire a connu 2002, la Côte d'Ivoire a connu les braises ardentes de 80 aussi. On est d'accord? Donc, on sort d'un long processus de crise. Et à partir de ce moment, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Et à un moment donné, et je pense que l'intelligence dont bénéficie le président de la République, c'est de savoir faire des choix parmi tout ce qui est prioritaire. Alors, le premier pilier de son programme de 2020-2025, c'est une Côte d'Ivoire en paix, voilà, en réel même, et en sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en paix, selon vous? On n'a pas de terroristes à Abidjan. On n'a pas de... Est-ce que le climat politique est pacifié selon vous? La Côte d'Ivoire a vécu au moins deux ou trois attaques terroristes, une à Bassam, deux dans le nord. Mais qui ont été contenues. Oui, Donc, ça veut dire qu'on est aujourd'hui un pays capable de gérer sa sécurité, capable de gérer sa paix, capable d'apporter la quiétude à ses citoyens. C'est fondamental aussi. Quand on arrive à contenir des actions terroristes ou bien à mettre tout un dispositif en place qui permet aux populations de vivre en paix, en sécurité, en sérénité aussi, je pense qu'il y a quand même... En tout cas, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier à 1,2 en mars. Ce sont les mots du gouvernement. Donc, c'est une baisse d'environ 14%. Oui. Vous pouvez vous réjouir de ce chiffre. Mais moi, la question, c'est le climat politique. Est-ce qu'il est pacifié aujourd'hui? Oui, et vous savez,
à l'approche des élections, il y a des velléités. Ça, c'est dans tous les pays. C'est le rôle du président d'apaiser un peu tout. Oui, mais ce qu'il fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de coup de fusil à Abidjan, il n'y a rien, tout est calme. Justement, parce qu'on a une opposition disciplinée, c'est calme. Parce que c'est calme que c'est la paix. Pourquoi vous voulez penser que tout est du fait de l'opposition? Reconnaissez le mérite de celui qui gère le pays. Oui, en fait, on ne dit pas... Parce qu'en réalité, l'opposition... peut être docile, parce que peut-être qu'on l'a contenu dans cette position. Non, pas forcément. Aujourd'hui, quel élément qui vous permet de dire que non, avec l'environnement, justement, avec l'environnement, comment on appelle ça, avec l'environnement autour de la Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe, on sait comment, avec les tensions qu'il y a entre nous et les pays voisins aujourd'hui, je pense que c'est-à-dire, le coup pourrait venir de partout. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez réellement la dynamique politique? Non, mais je viens. Le coup pourrait venir de partout. Donc aujourd'hui, en fait, il faut reconnaître surtout, moi c'est plus ça, le mérite aussi, parce qu'en fait, on a tendance à dire que le président a fait ça, parce qu'on a tendance aussi à tout ramener à 2000 pour dire non, il aurait pu, au temps de Laurent Gbagbo, il aurait pu faire ça, il ne l'a pas fait aujourd'hui. Si le président Alassane le fait, voilà, non. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, on a une opposition qui est disciplinée, une opposition qui refuse des armes, une opposition qui a toujours voulu le dialogue. Et aujourd'hui, on l'observe même avec... Vous savez combien de coups d'État ont été déjoués en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de coups d'État ont été déjoués? Vous avez les chiffres exacts, monsieur? Dites-nous. Ah non, mais il faut déjà voir ça. Dites-nous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est la dynamique politique. Il y a eu le CNT aussi. Voilà, il y a eu le CNT. Oui, mais le CNT n'a pas pris les armes. N'était pas un mouvement militaire. Il y a des actions qui ont été contenues. C'était pas un mouvement militaire. Ah non, attention. J'aimerais revenir. Attention, le CNT a mené des actions militaires. En Côte d'Ivoire? Oui. Ah ouais? Oui. Il y a eu des gendarmes qui ont été assassinés. Et le CNT... C'était dû à un soulèvement, c'était dû à l'action de la population. Non. Pas d'action militaire. Pas des actes... Je vais pas faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous assisté. Le CNT... Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire un élément important. Il y a eu des actes... Vous avez été en Côte d'Ivoire, je crois, ou pas? C'était une insurrection en réalité. C'était une insurrection en réalité, le CNT. Il y a eu des arbres qui ont été abattus pratiquement sur tous les grands axes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui étaient... Mais ça, c'était l'action des populations? Non. Non. Je sais de quoi je parle. Diaby. On ne va pas refaire l'histoire. Oui, on va pas refaire des gens infiltrés, des gens armés, des actions militaires, des gens qui ont tiré sur des cortèges des ministres qui venaient. Ah oui? Oui. Le CNT, vous ne savez pas toute l'histoire du CNT. Nous allons... On n'a pas eu ces infos. Quand on parle il y a le gars du corps du ministre Sandro qui a été abattu par des hommes en armes. Qui était gendarme du CNT. Du CNT. Quand on parle de la pacification de la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut voir. En 2018, quand le président Alassane Ouattara prend une ordonnance d'amnistie pour amnistier Simone Gbagbo, un certain nombre de ses amis et certains détenus, c'est sous pression de l'Union européenne, c'est à la suite d'un rapport d'un groupe parlementaire européen qui était venu à Abidjan et qui avait statué sur les questions des droits de l'homme à Abidjan. Et ce rapport n'était pas du tout, je pourrais dire, intéressant pour le président de la République. Et suite à cela, le président de la République a lâché du lest et on a vu cela. Mais je dis cela et je dis autre chose. Pacifier la Côte d'Ivoire, mais on a vu l'arrivée du président Alassane Ouattara, c'était une succession d'emprisonnements de ses adversaires politiques. Jusqu'à présent encore, il y a Abidjan. Je pense qu'il ne faut pas faire une confusion. Je reviens sur deux éléments. Je finis mon développement. Je finis mon développement, comme ça vous aurez l'occasion d'y répondre. Il y a une succession d'emprisonnements de ses adversaires. On a vu ceux qui sont allés en exil. Et aujourd'hui, il y a d'autres même qui sont condamnés, certes, qui sont libres. Mais bon, on estime que c'est de façon, certaines personnes estiment que c'est de façon fallacieuse. Et à côté de ça, cela a créé un environnement ou une atmosphère où l'Ivoirien qui n'est pas RHDP a peur. Et cela a poussé, lisons bien le communiqué, ou du moins l'intervention de Tidiane Thiam. Au-delà de marquer sa détermination à gouverner la Côte d'Ivoire, il indique que l'enjeu de son ambition nationale, c'est de libérer les Ivoiriens de la peur. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais Thiam vient de créer une cause
qui va rassembler beaucoup de personnes, comme à l'époque, Alassane Ouattara avait réussi à créer une cause qui était l'exclusion d'un certain nombre d'Ivoiriens liés à leur région ou à leur religion. Thiam vient de créer une cause, celle de la peur, liée à la gestion et à la pression judiciaire marquée sur certains Ivoiriens qui ne partagent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de peur en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas quels sont les indicateurs de la peur pour vous. Il n'y a pas de peur en Côte d'Ivoire. Parce que les gens s'expriment librement, ils vaquent librement à leurs occupations. Un. De deux, Ouattara n'est pas un homme à subir ou à se laisser distraire par les pressions. Parce que si c'était des questions de pression, Ouattara aurait envoyé Simone Gbagbo à la CPI. Il ne l'a pas fait. Il a dit qu'elle n'ira pas, elle n'est pas partie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser distraire par des pressions. Il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ça. Deuxième élément, la question de Tidjam Thiam, ce n'est pas une question il faut dissocier les choses. Est-ce que Tidjam Thiam avait la double nationalité? Est-ce qu'il avait la double nationalité, oui ou non? Oui, il avait la double nationalité. Il tombe sur le coup de l'article 48. C'est simple, ça. Et la question de Laurent Gbagbo et Chablé Gouzé? Est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? Non, est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? Elles sont factuelles, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? D'accord. Ils ont été jugés. Comment? Maintenant, bon, moi je suis pas juge. Je ne suis pas juge. Non, vous voyez, en fait, lorsqu'il s'agit de Tidjam Thiam, ils sont condamnés. On est d'accord. Là, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. L'autre chose que je vais dire, que des gars du corps. L'autre chose que je vais dire et qui est important, c'est quand on me dit que Ouattara est venu au pouvoir avec une situation d'emprisonnement. Il faut faire très attention. On sort de crise en 2010. On sait comment la crise s'est déroulée. On sait quelles sont les conséquences de cette crise. On sait quelles sont les violences qui ont été commises. À partir de ce moment, il faut bien que des gens répondent de leurs actes. Donc, et le RAGP n'a rien à se Il y a eu un seul cas qui a été emprisonné, qui a été poursuivi. En dehors de ceux-là, personne d'autre en Côte d'Ivoire. Le RHDP... Mais vous savez, je vais vous dire ce qu'on appelle l'autorité de la loi. Non, l'autorité de la loi. Okay. L'autorité de la loi. C'est l'autorité de la loi qui donne pouvoir à un individu de vous soustraire de votre liberté. Même s'il est dans le rôle du bourreau, mais il est couvert par l'autorité de la loi. Le commandement et l'autorité de la loi. Bien. On est d'accord. On va avancer. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir deux camps qui sont des belligérants, qui s'affrontent, mais il y a un qui est couvert par l'autorité et le commandement de la loi. Et dès lors que Alassane Ouattara est président de la République et qui donne l'ordre à des militaires de faire cesser toute forme de violence sur le territoire, à part de ce moment, ceux qui agissent en son nom sont couverts par le commandement et l'autorité de la loi. Et les autres deviennent automatiquement des délinquants. Et ils répondent de leurs actes. Il faut bien qu'on s'entende sur les thèmes, et ça, c'est très important. Donc, quand on a couvert par l'autorité de la loi, mais parce que on peut se permettre d'agir et d'utiliser cette violence-là comme on veut. Il faut apporter la preuve. Il y a aussi l'état de droit. Il faut justement apporter la preuve que cette violence a été utilisée. On va avancer. Je pense que là, la question essentielle aujourd'hui, c'est que le congrès du RAGP en juin, est-ce que le RAGP est fier du bilan du président Ouattara? Est-ce que le RAGP n'a rien à se reprocher? Première question. Deuxième, est-ce que le président Ouattara sera candidat ou doit-il être candidat selon vous? Un bilan. J'aimerais renchérir, comme on parlait des promesses du président Alassane Ouattara, j'espère que vous allez amener le président Ouattara à respecter une de ses promesses, celle de ne pas être candidat en 2025. On y arrive tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est le bilan. Ouais, je pense que, sincèrement, le bilan du président est satisfaisant. Moi, je le dis en toute sincérité. Vous voyez, on a un avantage, c'est d'être né en Côte d'Ivoire. Et c'est de vivre en Côte d'Ivoire de façon permanente. Moi, j'ai connu l'exil. J'ai fait 10 ans au Sénégal et je sais quel statut j'avais au Sénégal. Moi, j'ai connu la prison. J'ai fait Agban, j'ai fait 2 fois à Kouédo. Je me suis retrouvé dans des cellules avec Régis, Mobio, Gourguin, qui étaient des gars du corps du président de la République. À une semaine de la proclamation des résultats, ils ont été arrêtés. Et ils ont été conduits à Chaux avec une forte délégation de la population d'Anyama pour les empêcher de marcher en 2000.
On a connu tout ça. Mais aujourd'hui, on est heureux de ne pas être victime de toutes ces tracasseries. Ne serait-ce que ça, la paix, ne serait-ce que ne pas être identifié par des concepts ivoiritaires, comme ça a été le cas il y a des moments, ne serait-ce que ça, moi je suis satisfait. Ok, donc fier du bilan. Je suis fier du bilan. Aucun regret des actions du président. Les actions du président, il y a des choses qu'on peut améliorer, bien sûr, comme toute œuvre humaine. Okay. Même ce qui a été réalisé donne satisfaction. Vous avez écrit un bouquin sur les droits de l'homme aussi. À ce niveau, le président a été garant des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, il y a eu beaucoup d'efforts. Ok, parlons du Congrès maintenant. Voilà. Est-ce qu'il sera candidat? Je souhaite qu'il soit candidat. Et pour répondre à la question... Vous l'avez obligé à ne pas tenir sa promesse. Je souhaite qu'il soit candidat. Il n'y a pas de plan B au RHDP, souvent on entend... Ce n'est pas une question de plan B. C'est que c'est une question de la base. C'est la base qui donne le rythme. On est d'accord sur ça. C'est nous qui décidons de l'avenir de notre parti. Et c'est nous qui décidons du leader qu'on veut pour nous représenter. C'est quand même lourd, la charge présidentielle. C'est le droit qu'on a. Ce droit qu'on a de choisir le type de gouverneur ou de gouvernant qu'on veut. Ça, il faut nous reconnaître. Je suis d'accord maintenant, voilà. Mais vous avez aussi le devoir de respecter aussi la Constitution, parce que cette Constitution, elle n'a pas été faite par le RHDP, c'est pour les Ivoiriens, c'est la Constitution ivoirienne. Donc du moment où vous pouvez au sein du RHDP vouloir quelque chose, mais est-ce que ce que vous voulez là ne va pas à l'encontre des lois que nous sommes prescrites? Concernant la Constitution, deux choses, elle ne vous pose aucun problème, mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que la Constitution, vous êtes juriste, vous connaissez la fiction juridique, et cette fiction juridique dit clairement qu'on est d'une république à une autre, on a créé une... Alors non, il ne faut pas confondre les choses. Non, mais il faut, pour des questions de clarification, je pense qu'on ne va pas rouvrir ce débat. On va pas le faire. Je pense que le troisième mandat, c'est passé derrière nous, mais il faut dire qu'aussi, il y a eu pas mal de zigzags à votre niveau. On a le ministre Bakongo qui avait dit à l'époque chez nos confrères de Babilas Boton. Chacun est responsable de ses propos. C'est un cas de la majorité présidentielle. C'est pas du harcèlement, mais bon. Moi, je suis responsable de tout ce que je dis sur ce plateau. Donc c'était une erreur de sa part de... Moi, je ne sais même pas de quoi il est question. Ce que moi je dis, c'est que... Moi, ce que je dis, et je veux qu'on s'en tienne à ça, c'est qu'on est dans la Troisième République. OK. En tant que tel, en tant que juriste, ça a une conséquence juridique. Moi, je reviens toujours sur cet aspect. Quand il parle de nous, RHDP, nous, militants du RHDP, avons le devoir de choisir celui qui va être notre leader. Mais en fait, c'est ça le problème. Et c'est ce qui, moi, me gêne personnellement quand le président de la République est à la fois président du RHDP. Pour moi, c'est un principe... Il faut avoir un principe de séparation entre le président de la République, qui devient désormais président de tous les Ivoiriens, et le président d'un clan. Mais tel que les choses sont présentées... Est-ce que vous connaissez l'organisation du RHDP? Non, monsieur, le président de la République est le président du RHDP. Comment? C'est un fait. Il y a un directoire qui est là. Docteur Diaby, est-ce que... Je vous dis comment ça fonctionne. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'est pas le président du RHDP? Il n'est pas le président du RHDP. Il y a le directoire qui est là. Et c'est Kafana Koné, le ministre Kafana Koné, qui est le président du directoire du RHDP. C'est quoi le rôle du président Ouattara alors? Il n'est pas Il membre du n'est pas président du RHDP. Donne-moi une instance où il apparaît. Il n'est pas président du RHDP. C'est le directoire qui gère le parti. Bon. C'est Kafana, le président du directoire. Et Bakongo est le secrétaire exécutif. Donc, donne-moi à quel moment Ouattara intervient dans l'organigramme du RHDP. Bon, peut-être que vous tentez de m'apprendre quelque chose de nouveau. Mais je vous dis clairement que Kafana... Non. Que le président Alassane Ouattara était le président du RHDP. Non, c'est cette présomption que vous avez, qu'il est le président du RHDP. Merci. Mais le président du RHDP, j'espère que il y a dans l'organigramme du RHDP... Ceux qui nous suivent vont enregistrer ça et une c'est important ce que je dis. De faire le RHDP est dirigé par un directoire. Quand vous prenez l'organigramme du RHDP, c'est le président du directoire. Et après le président du directoire, il y a le secrétaire, il y a des vice-présidents. Il y a des vice-présidents, dont Mambri est un vice-président. Parce que je me souviens... Il y a le secrétaire exécutif. Je me souviens... Et qui a des adjoints. Je suis sur le site du RHDP, Alassane Ouattara, président du RHDP. Là, à l'instant. Il vient de fatiguer, là. Alassane Ouattara et le président du directoire, Koné Kafana, qui est le représentant. Voilà. Mais d'abord, le président Ouattara qui est président du RHDP. Il est le président du directoire, Koné Kafana. Le RHDP est dirigé par le directoire. Et c'est Koné Kafana, le président du directoire. Le secrétaire exécutif, c'est Cissé Bakongo. Et Kafana a des vice-présidents. Voilà. Donc, ne dites pas... Non, mais c'est sur le parti politique, RHDP. C'est sur le site. Donnez l'organigramme.
Non, mais le président Ouattara, président du RHDP, Kafana Kodé Gilbert, haut représentant du président de la République, président directoire du RHDP, c'est ce que je dis. Bakongo. Non, mais ce que le président dit aussi, ce n'est pas faux. Enfin, peut-être quelque chose de clarification. Hein. C'est clarifier les choses. L'organigramme du RHDP, c'est le directoire. D'accord. Après le directoire, c'est le secrétariat exécutif. Mais ça, c'est l'organe exécutif. Ce sont les secrétaires départementaux. C'est le secrétaire donc le président Ouattara... Non, on va clarifier ce sujet. Le président Ouattara n'a pas... Il a voulu me mettre mal. En réalité, c'est... En réalité, voilà pour finir mon développement. Le président Alassane Ouattara, en étant président du RHDP, il n'est plus le président de tous les Ivoiriens. Pourquoi? Mais justement, il est le président d'une partie des Ivoiriens, ceux du RHDP. Pourquoi vous dites voilà ça? Pourquoi l'actuel président de l'Assemblée nationale s'est permis, à un moment, en 2017-2018, de dire à Soro Guillaume, si tu n'es pas RHDP, libère le tabouret. Parce qu'il a été élu en tant que RHDP. Non, mais il peut ne pas être RHDP et garder ses fonctions. C'est ça, c'est pas la majorité présidentielle aussi. C'est la majorité qui vote le président de l'Assemblée. Les élections, vous avez été élu sur la bannière d'un mouvement politique. Donc, quand vous êtes un député interne de l'Union nationale. Oui, mais quand il vient à l'Assemblée nationale, c'est cette majorité qui fait que le président. Maintenant, qu'est-ce que vous dites des députés transfuges, c'est-à-dire ceux qui sont dans des partis? Voilà, ils ont été élus chez d'autres, et puis ils viennent, il n'y a pas de problème. Au RHDP, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est un RHDP qui décide d'enlever son costume d'RHDP, il doit libérer le tabouret. Là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté le RHDP pour aller dans d'autres partis? Bon, on a pris l'exemple typique de Soro Guillaume. Oui, mais voilà. On a pris l'exemple typique de Soro Guillaume. Merci, messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté le RHDP? On parle de Soro Guillaume. Docteur, vous reviendrez nous voir pour nous donner plus d'informations. En tout cas, tout le mois de juin sera consacré au RHDP avec le congrès à venir. Voilà, on ira en profondeur, comme dit quelqu'un, on ne va pas le citer ici. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci bien. Ça a été un plaisir. Merci, Président. Merci, Carline. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt. Merci.